Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. it brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more Nous avons emphasis besoin de se concentrer sur le rôle des villes et de l'action locale. Ce festival vise à contribuer à cet agenda. Les villes que nous avons sont créatrices, confrontées à des villes et ont beaucoup de potentiel. Les villes que nous voulons sont axées sur les gens, sur des centres de culture, s'adaptent au changement et à la première ligne de l'innovation. On arrivera à ces villes si on expérimente, qu'on collabore, qu'on apprend de nos expériences et qu'on fait entendre la voix de celles et ceux qui façonnent nos villes. Le festival vous invite à créer de nouveaux partenariats, d'expérimenter avec de nouveaux concepts, des idées, de trouver des passerelles entre l'art, la politique, le climat. Ensemble, entrons dans cet espace avec les possibilités poétiques en tête. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Over to you, Gary. Gary, allez-y, on vous écoute. Bonjour, malheureusement, je n'arrive pas à allumer ma vidéo. Je suis désolée. Super. Quelle belle introduction. Merci infiniment aux différents organisateurs de Rise Africa d'avoir mis en lumière la vision des villes que nous voulons, d'inclure les villes qui sont résilientes, des villes qui sont résilientes. Et tout cela sera possible uniquement si on passe à l'action. Aujourd'hui, on est avec Carrie Balkan, psychiatre. On a donc, ou plutôt, on a avec nous Jennifer Uchendu Dixon Chibanda. Moi, je suis Gary Belkin, je suis psychiatre. Et je suis ravie d'avoir donc avec moi ces deux intervenants qui a fondé Susty Vibes, un projet dont on va parler très bientôt, et Dixon Chibanda sera avec nous, qui est entre autres directeur et créateur de l'initiative de recherche sur la santé mentale en Afrique. Il a créé le Friendship Bench, qui capte à de nombreux égards le pouvoir
de percevoir la santé mentale en tant que projet communautaire. Alors, au cours de l'heure à venir que nous allons passer ensemble, nous allons essayer de décrire le soin qui doit être apporté à la planète et au peuple afin d'élever le pouvoir exponentiel avec pi au carré, la valeur exponentielle que pi peut offrir aux gens pour qu'ils prennent davantage soin de la planète, la durabilité, la résilience face au changement climatique implique des changements d'état d'esprit, de comportement. Et nous devons être déterminés sur la manière dont nous voulons agir, en plus de la création d'infrastructures plus durables pour des villes plus durables. Alors, je vais essayer de décrire ce que signifie de travailler sur la santé mentale dans le cadre du changement climatique. Est-ce que vous pourriez passer à la diapo suivante? Alors, ici, vous voyez certains des documents qui identifient, des documents de référence qui identifient l'impact sur les gens, sur la santé mentale du changement climatique. Ce sont des rapports assez récents et ce sont des preuves qui nous montrent l'impact que tout cela a sur la santé mentale des gens. Donc, il y a l'OMS qui a publié des documents, des rapports. Notamment, il y a un chapitre dans le rapport sur l'adaptation du GIEC qui est paru il y a 1 an environ, qui résume et valide la validité des preuves que, entre autres, le changement climatique impacte la santé mentale des communautés et des peuples. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie non seulement que le changement climatique est également un poids pour la santé publique, mais c'est également quelque chose sur lequel on doit davantage se pencher. Et de plus en plus, on voit l'attention qui se concentre sur ce problème de santé publique pour les communautés. Quel est l'impact social de cet impact mental? Et ça, c'est une inquiétude de plus en plus au sein de la communauté de la santé mentale. Alors, vous connaissez peut-être le rapport de développement humain du PNUD récemment publié qui se concentre sur ce qu'ils appellent une attaque mondiale sur la santé mentale, sur le bien-être plutôt. Et ce que ça signifie non seulement pour les personnes, mais également pour le développement. Est-ce que ça signifie également and strengths to do the kind of problem solving and community-based action and collaborations needed to really step up and meet the challenges of the Anthropocene and of environmental and climate change and damage. And so this is a much broader problème de connexion de l'orateur, mais donc c'est une manière large de penser les conséquences sur la santé du changement climatique. Mais percevoir la santé mentale comme étant une ressource et comme une force psychologique, c'est quelque chose à garder en tête. Ce sont des villes. Ce sont les villes résilientes et face à l'environnement qui pourront apporter des réponses. Donc, cette vision holistique, sociale, cette inclusion du concept de santé mentale dans le combat contre le changement climatique est quelque chose que de nombreuses organisations, comme vous le voyez à l'écran, ont pris à bras le corps. Alors, vous le voyez, ça, c'est un aperçu des différents partenaires que nous avons. N'hésitez pas à aller sur le site de la COP, cop.org, pour voir les partenaires que nous avons. Donc ça, ce sont des organisations communautaires qui travaillent sur la santé mentale, avec des approches à la santé mentale communautaire. Mais il y a également d'autres organisations transverses de plaidoyer, de militantisme, d'autres organisations qui ont d'autres éléments tels que l'égalité, la justice sociale, etc. Et tous ces partenariats joignent leurs forces pour travailler sur la durabilité, la santé mentale et le changement climatique. Pourtant, ce sont des partenaires qui ont différentes ambitions, différents domaines d'action. Et l'impact socio-émotionnel est quelque chose sur lequel ces différents partenaires travaillent. La diversité des points de vue, elle est importante si on veut prendre en compte la santé mentale dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, nous pourrons assembler la manière dont on peut, les éléments qui nous permettront d'inclure la résilience psychologique
La santé mentale, ça ne doit plus être, c'est quelque chose qui est de moins en moins marginalisé. Maintenant, ça fait partie de plus en plus du travail large de l'adaptation au changement climatique et à ses conséquences. Et c'est exactement cette perspective que nous essayons de faire valoir, de mettre en œuvre pour de faire grandir, non seulement via les organisations de la santé mentale et de la santé, mais également de manière générale via les communautés. Diapo suivante. L'une de nos premières initiatives a été la suivante. On a interagi avec les efforts, les champions de la résilience. Alors, il s'agit d'une mobilisation d'efforts qui vise à accélérer les capacités en matière d'adaptation des communautés. En se concentrant sur les impacts les plus néfastes du changement climatique. Il s'agit d'une course pour améliorer la résilience au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit 6 systèmes clés pour rendre nos sociétés plus résilientes. Et le but est d'influencer ces éléments. Notre stratégie a été détaillée au cours d'une réunion à la COP à Sharm el-Sheikh. Et c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qui a été appelé l'agenda de l'adaptation de Sharm el-Sheikh. Et le but ici, et d'ailleurs vous le voyez, hein, ces systèmes, tels que les systèmes agricoles et alimentaires, les systèmes hydriques, les infrastructures de barrages, les systèmes électriques, les systèmes océaniques. Il y en a qui sont transverses, hein, qui incluent différents systèmes financiers, différents gouvernements. Donc, on a rencontré des champions de haut niveau et on les a persuadés que ces efforts qui ont un impact sur les infrastructures physiques et du renforcement des systèmes, des technologies, qui visent en fait à renforcer beaucoup d'éléments, ce système, il doit également prendre en compte qu'il faut des gens résilients pour maintenir des infrastructures résilientes et pour faire ce travail, pour gérer, agir, mettre en œuvre et porter ces transitions. Et donc, nous pensons que cette course vers la résilience doit également inclure du renforcement des capacités pour approfondir la résilience psychologique pour 4 milliards de personnes d'ici 2030. Donc, l'agenda de l'adaptation de Sharm el-Sheikh, c'est également un document qui passe en revue les transformations mondiales, globales, pour avoir un développement davantage résilient et adaptatif, non seulement pour les infrastructures physiques, mais également mentales. Dans ce cadre, on essaye non seulement de créer un plan stratégique, mais également, au cours de la prochaine COP, on voudra reconnaître les parties prenantes qui ont mis en œuvre ces programmes avant les autres et qui prennent en compte la résilience mentale des personnes qui travaillent sur ces 6 différents systèmes physiques pour améliorer la résilience psychologique. Je vais vous donner des exemples très rapides. Donc, les systèmes d'installation humaine. L'un de nos partenaires qui fait du renforcement de l'intégrité des bidonvilles, ce sont souvent les gens qui habitent dans les bidonvilles. Et donc, on travaille avec ces personnes également pour qu'il y ait un partage de connaissances et de savoir-faire au sein de ces bidonvilles, notamment chez les jeunes, avec des groupes également de soutien psychologique. Et le travail qu'ils font, la mobilisation qu'ils mettent en œuvre, inclut la résilience psychologique. Et ça, c'est vraiment une approche très concrète. Donc, on commence avec les bidonvilles, mais on se concentre également sur les systèmes agricoles, alimentaires, c'est-à-dire qu'on essaie de soutenir, renforcer et offrir des ressources émotionnelles aux agriculteurs et aux agricultrices de par le monde qui, nous le savons, sont à plus grand risque de tentatives de suicide et de troubles mentaux, notamment parce qu'il y a de nombreuses pressions qui leur sont imposées. Donc, il est essentiel de prendre la voie de la résilience psychologique. Et on a souvent traité les travailleurs de la santé mentale comme faisant partie du système de santé. Or, il faut changer cela. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui doit pouvoir être accessible à chacun et à chacune. Et c'est surtout essentiel dans les villes. Diapo suivante. Il y a beaucoup de documents de référence qui nous montrent comment on peut et mieux équiper les gens, notamment les gens sur qui on se repose énormément.
Alors, pas uniquement la détresse mentale ou le traumatisme, qui sont souvent très élevés, notamment au vu de la pression climatique. Mais vous voyez certains des titres ici de documents de référence, la promotion et le renforcement de la santé psychologique. Ça fonctionne. Et créer ce tissu de force mentale, c'est ce qui, à mon avis, alimente le moteur de nos villes. Parce que alimenter ces moteurs, c'est ça qui va créer et favoriser l'action au niveau des communautés. Diapo suivante. Alors, comment mettre cette idée en pratique? Moi, quand j'étais à New York, vous voyez d'ailleurs une carte de New York et chacun de ces points sont géolocalisés qui montrent les interventions sur la santé mentale en dehors des centres pour la santé mentale. Donc, dans un abri pour SDF, dans des écoles, etc. Dans tous ces endroits, il y avait un degré de partage de connaissances vers la résilience mentale pour les hommes et femmes qui s'occupent de la santé mentale des autres. Et c'était une approche qui a servi de catalyseur. Donc, le gouvernement et notamment le ministère de l'Éducation, à nouveau l'intervenant a des problèmes de connexion, l'interprète ne l'entend plus. Mental health owners of a mental health and psychological resilience agenda by this spread, this change of real estate, this putting in the water, in the city's water, mental health skills, capacities, and partnerings to identify. Partenariats sont essentiels pour identifier ce dont on a besoin dans ces quartiers. Et ces points-là, ces petits points, cette carte, montre la propagation, la diffusion du travail en matière de résilience psychologique qui est fait à New York. Et ça montre qu'il y a un tissu social qui permet de faire autre chose et qui permet de mettre en œuvre cela. Alors, j'ai travaillé en dehors des États-Unis, mais je crois d'ailleurs, à ce titre, que la région africaine a été pionnière en la matière et a d'ailleurs fait beaucoup de recherches sur la question de la résilience mentale à l'aune du changement climatique. Et on le verra avec les deux orateurs suivants. Jennifer, comme je l'ai dit, a créé et dirige le projet Éco-Anxiété et un programme qui vise à soutenir la jeunesse et à favoriser un espace pour le partage émotionnel, Susty Vibes, pour les jeunes. Donc, pour autonomiser les jeunes, pour qu'ils puissent travailler sur la durabilité et le développement durable. Et on a également Dixon de Amari, donc initiative de recherche pour la santé mentale africaine, qui vise à équiper les communautés pour qu'elles puissent améliorer la résilience mentale au sein de leur communauté, de leur peuple. Le but étant de créer un système de soutien pour ce type d'approche. La mise en œuvre et la mise à l'échelle au sein du continent africain se fera via des réseaux. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à New York. On a essayé de tirer des enseignements parce qu'il y a une soif d'approche holistique menée à bien par les communautés. Alors, avant que je donne la parole à Jennifer et ensuite à Dixon pour rentrer dans le détail de certaines de ces initiatives, eh bien, on aimerait, après ces présentations, répondre à vos questions, les questions que nos présentations auront suscitées. Et alors, on peut revenir à la diapo précédente. Alors, j'ai une diapo normalement. Donc, on va là passer à des groupes de travail, des breakout rooms, et on va se pencher sur votre point de vue. Est-ce que ce que l'on vous raconte vous parle? Est-ce que vous percevez des obstacles? De quoi auriez-vous besoin pour prendre ces questions à bras-le-corps? Et ensuite, on va vous poser une question très pratico-pratique, très concrète. Donc, la COP au carré a créé des réseaux. Dixon est à la tête du hub régional africain pour les COP. Et donc, comment travailler de manière régionale via ces réseaux? Il y a plus de 60-70 associations
sur le continent africain qui travaillent sur ces questions, en plus de l'Institut de Dixon. Comment est-ce que ces réseaux peuvent-ils collaborer avec d'autres réseaux existants pour favoriser les échanges dans la région, dans cette zone? Pour améliorer la durabilité, partager les expériences et en apprendre davantage sur la manière dont on peut inclure la question de la résilience mentale et psychologique dans les travaux en matière de durabilité et de développement durable. Voilà. Voilà ce qu'on entend faire pour l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Et je vais maintenant donner la parole à Jennifer pour qu'elle puisse nous parler de son travail et notamment de ce mélange qui sera nécessaire pour atteindre ce renforcement émotionnel tout en favorisant le changement. Jennifer, merci infiniment, Gary. Et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous. J'ai adoré regarder la vidéo qui parlait des villes que nous voulons. Gary nous a donné un point de vue très technique de cette discussion et moi aujourd'hui. C'est peut-être de vous parler peut-être de quelque chose de plus terre à terre, de ce à quoi ça ressemble au Nigeria, de ce qu'on fait chez Susty Vibes. Et ce que ça veut dire de travailler sur la santé mentale et le changement climatique et l'action climatique du point de vue africain. Je m'appelle donc Jennifer Uchendu. J'ai créé Susty Vibes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Susty Vibes, c'est quoi? C'est une association que j'ai créée il y a 7 ans pour que la durabilité soit plus cool pour les jeunes et qu'elle parle au Nigeria. Je dis au Nigeria, mais en fait, ça va au-delà parce que beaucoup de gens dehors du Nigeria qui se reconnaissent dans notre travail, ils ont des connexions et ils comprennent pourquoi il est important de protéger les émotions climatiques, notamment pour les jeunes. Alors, je vais parler, mais j'aimerais savoir, avant de prendre la parole, comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions lorsque vous pensez au changement climatique de votre ville? J'aimerais commencer par ça. J'aime bien faire ça, cet exercice avec ce type de salle, ce type de public, parce que j'aimerais savoir comment ça vous fait vous sentir de parler du changement climatique dans vos villes. Alors, dites-moi d'où vous venez, quelle est votre ville et l'émotion que cela suscite chez vous. Pour les Gauches, je crois que la plupart du temps, il y a beaucoup d'indifférence. Parfois, il y a beaucoup d'ignorance. Alors, certes, il y a des progrès, mais on a l'impression qu'il y a des arbres qui continuent à être illégalement abattus. Donc, si ça ne vous ennuie pas, dans le chat, dites-nous d'où vous venez, quelle ville, et le type d'émotion que la pensée, que penser au changement climatique et à l'environnement suscite chez vous. Diapo suivante. Alors, on voudrait parler du projet Éco-Anxiété Afrique. Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille au Nigeria. Alors, on a commencé en 2022. Donc, l'année dernière, on voulait un hub, un projet pour travailler sur l'éco-anxiété en Afrique avec un point de vue africain. Ça a commencé vraiment par de la curiosité. On voulait savoir pourquoi à chaque fois qu'on parle du changement climatique et de la santé mentale, ça ne vient pas de l'Afrique. Alors que la réalité, c'est que les vulnérabilités, les impacts, l'impact du changement climatique touche l'Afrique de manière disproportionnée. Donc, on travaille d'ores et déjà sur le plaidoyer concernant le changement climatique des projets communautaires. Et donc, on voulait créer un espace et un projet pour comprendre pourquoi ça ne se faisait pas. Et surtout, on voulait trouver des manières de se soutenir nous-mêmes en tant que jeunes. Voilà la genèse de ce projet. Alors, merci à toutes et à tous qui ont répondu dans le chat. Alors, je vois des gens qui disent que pour les gosses, c'est lugubre, des gens qui ont peur pour le cap, inquiétude pour le cap. Oui, je suis d'accord. Avec tout ce qu'on voit avec l'eau, notamment l'Afrique du Sud, a des raisons de s'inquiéter. C'est un bon point de vue, une émotion tout à fait valide et tout à fait légitime. Merci beaucoup. Alors, j'ai hâte de voir d'autres commentaires sur vos émotions. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans le cadre du projet Éco-Anxiété Afrique? Qu'est-ce que nous faisons tout d'abord? Alors, diapo suivante. Nous faisons de la recherche. Alors, je l'ai mentionné. Trouver des manières de faire de la recherche par les Africains. Pour les Africains, c'est essentiel. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais militante, jeune, passionnée de l'action climatique et de la durabilité et du développement durable. Mais je me suis rendu compte que si on ne soutient pas ces recherches avec les bonnes données, si on ne cherche pas des témoignages et qu'on agit avec uniquement ce qu'on trouve, c'est inutile. Or, avec
ce projet, nous faisons de la recherche. On veut constamment avoir un dialogue avec les gens pour comprendre le point de vue africain, le point de vue des Nigériens, pour comprendre les liens entre le changement climatique et la santé mentale. Constamment, on veut demander aux gens comment de décrire la résilience psychologique dans le cadre de cette crise climatique, ce que ça signifie pour les gens en tant qu'Africains. Diapo suivante. Deuxièmement, faire de l'espace, comme vous l'avez dit. Gary a très bien parlé des travaux de la COP, puisque les COP réunissent des gens dans un même espace pour discuter de ces intersections, de ces éléments qui se croisent. Et ce Steve Vibes, on essaie de créer un dialogue, parler de la santé mentale et du changement climatique depuis l'Afrique, pour l'Afrique, avec la voix des Africains est essentielle pour valider et légitimer ces émotions. Lorsqu'on trouve des gens qui parlent comme nous, qui vivent dans le même coin que nous et qui parlent la même langue que nous, ça valide nos émotions. Et ainsi, on peut trouver des stratégies pour mettre en place des actions à l'avenir. Diapo suivante. Alors, à l'évidence, après avoir créé un espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut agir. Ce Steve Vibes a, ces 7 dernières années, beaucoup travaillé sur l'action au sein des communautés. Mais maintenant, notre équipe essaie de voir comment on peut traduire ces émotions, cette anxiété, cette crainte, cet espoir en même temps. Comment est-ce qu'on la transcrit dans l'action? Comment est-ce qu'on continue à travailler, à se relever et à créer notre propre résilience? Diapo suivante. If you're an African, hearing this, you're probably going to be like, well, is this even possible? Et si vous êtes en Afrique, on se demande, Si vous êtes africain, est-ce que vous c'est posez même possible la de faire de la question. Si psychothérapie c'est possible, nous cherchons à avoir de plus climatique? de professionnels de santé mentale et avec des liens avec la santé mentale et avec tout ce qui est diversité et tout ce qui a un impact sur nous qui vivons en Afrique et chercher des manières de nous soutenir les uns les autres, de fournir les bonnes thérapies, les bons outils en repensant la psychiatrie. C'est ce que nous cherchons à faire à la main dans la main avec des professionnels de santé mentale pour nous, mais de manière plus vaste pour les communautés africaines. Nous avons eu des conversations, des dialogues avec d'autres professionnels pour voir les manières de pouvoir faire ceci pour tout le continent. Planche suivante. Et ici, je viens de mettre quelques images de notre travail, une partie du travail que nous avons fait. Nous avons travaillé avec des anciens à Lagos pour les amener avec des jeunes personnes de 18 à 35 ans pour parler du stress climatique à Lagos et à quoi cela représente, qu'est-ce que cela représente quand nous parlons de l'impact du changement climatique à Lagos avec les inondations et l'inaction du gouvernement, l'inaction de la communauté contribue à ce sens de détresse et comment nous pourrions nous appuyer sur cette sagesse générationnelle pour bâtir la résilience dont nous avons besoin. L'autre aspect tourne autour des conférences de rue où des jeunes personnes vont dans la rue pour parler aux gens du changement climatique, pour leur parler de pollution, pour leur parler de protection environnementale et comment nous pouvons penser à changer notre style de vie dans des conversations en tête-à-tête. Donc, c'est un exemple d'interaction avec la communauté et de pouvoir des jeunes personnes, plutôt que d'avoir un espace où parler des problèmes de manière négative, nous apprenons à avoir une action, aller dans la rue et changer la perception et l'état d'esprit des gens pour réfléchir à ces problématiques. Nous avons aussi énormément de webinaires. Chaque mois, nous avons un webinaire où nous nous concentrons pour parler de plus en plus de ces intersections et de voir des sujets pratiques qui seraient pertinents pour le continent. Il y a quelques semaines, nous en avons eu un sur la Gen Z en Afrique en regardant quelle est la relation entre le changement climatique et la santé mentale et comment cette population ressent cette problématique et ce qu'ils veulent voir. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très important avec ce thème. Pour cet événement, nous pouvons avoir les villes que vous voulez. Comment est-ce que vous pouvez savoir quelles sont les villes que vous voulez quand vous n'impliquez pas les jeunes qui vivent dans ces villes? Donc voilà, c'est ce qui tourne dans notre travail chez TIP. Nous avons aussi des fêtes avec des jeunes. Donc, pour dire que nous sommes menés par des jeunes et concentrés sur les jeunes. Donc, nous avons ces fêtes pour rassembler les jeunes et au sein de ces fêtes, nous essayons d'avoir des conversations sur le changement climatique, la crise climatique et l'impact sur notre santé mentale pour valider cette émotion quand les jeunes personnes se rassemblent et laisser ces espaces avec des personnes qui ont le sens d'avoir été autonomisées, de pouvoir prendre les choses entre leurs mains et faire quelque chose. Nous sommes allés voir des écoles. Nous continuons d'avoir cette conversation parce qu'en dehors du curriculum, nous ne trouvons pas toujours
des conversations autour du changement climatique. Nous avons aussi des ateliers de politique où nous amenons des leaders du gouvernement et rassemblons tout le monde pour regarder des recherches qui sont en cours sur ces interactions. Donc, ça a été une expérience vraiment intéressante et un parcours très intéressant pour amener ce travail en Afrique, pour trouver une manière de le faire avec des jeunes de manière qui sont authentiques et qui sont vraiment autonomisantes pour nous. Planche suivante. Merci. Qu'est-ce que nous avons appris à ce stade en regardant ces planches? Et le chat, je vois quelqu'un de Namibie qui dit qu'ils se sentent seuls parce que parfois ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est une émotion très intéressante. Quelqu'un de Cape Town dit que les gens sont parfois déconnectés socialement. Donc, j'ai hâte d'être dans des ateliers séparés pour parler de ceci et de voir quelles sont les prochaines étapes. Donc, qu'avons-nous appris chez TIP au cours des derniers mois où nous avons travaillé? Planche suivante. Je pense que nous avons eu des espaces de dialogue, des espaces comme celui-ci, des espaces comme celui que nous cherchons à former ensuite pour parler de cette problématique, parce que c'est comme ça que le changement commence, quand vous nommez et que vous discutez ce à quoi ces expériences ressemblent, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Planche suivante. Une deuxième chose que nous avons appris, c'est que valider les émotions concernant le climat est critique pour la résilience psychologique. Donc, regardez les rapports mondiaux et la manière dont le monde se ressent après la COVID et avec tout ce qui se passe. C'est important de valider ces émotions parce qu'elles sont importantes de manière critique au sens d'adaptation ou de remédiation climatique que nous prévoyons. Techniquement, c'est important de regarder l'impact psychologique de ces problématiques. Qu'est-ce que cela veut dire pour les gens au niveau communautaire, au niveau des villes? C'est une des choses que nous avons apprises. Les personnes ont besoin d'environnements qui leur permettent d'agir. La vidéo initiale explique ceci. Vous ne pouvez pas parler d'une ville qui n'est pas en sécurité, qui n'est pas positif pour les gens. Donc, par exemple, est-ce que les jeunes peuvent se réunir pour se mettre en grève ou pour manifester sans avoir peur de se faire arrêter? Donc, ça, c'est certaines des problématiques. À quoi ressemble l'action au sein de la ville? Donc, ce sont les choses que nous avons apprises qui sont critiques et importantes pour faire avancer les choses sur les conversations tournant autour du changement climatique et de la santé mentale. Planche suivante, nous avons appris aussi que ces climats doivent être sauvegardés. Donc, au début, il y a cette conversation, c'est de dire « Oh, mais c'est dur de penser comme ceci ». Et donc, il y avait donc un état d'esprit pour les jeunes de s'excuser pour ce qu'ils ressentaient. Et nous avons dit « Mais il y a un espace pour explorer ces émotions en les transformant en action, en solidarité et en résilience ». Planche suivante. Une autre chose que nous avons apprise en tant que jeunes, c'est que l'éco-gaslighting, donc les mensonges tournant autour de l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, nous voyons que les agences du gouvernement ou les responsables du gouvernement font des promesses de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils essayent de faire. Et quand vous regardez les choses, c'est seulement sur papier, en action. Il n'y a pas vraiment de progrès sur la manière de mettre en place ceci. Et donc, l'idée est de mentir aux jeunes en leur faisant vraiment des grandes promesses. Ça peut être un déclencheur négatif pour des personnes qui ressentent de l'éco-anxiété ou des émotions négatives vis-à-vis de la planète. Planche suivante. Et puis, finalement, c'est que les jeunes ressentent le poids de l'espoir. Donc, on leur dit que les jeunes sont l'avenir et que nous allons changer le monde. Et je me demande qui a vraiment le pouvoir de changer le monde pour l'instant et ce qu'ils font avec ce pouvoir. Donc, cette charge de l'espoir que nous plaçons sur les épaules des jeunes, ce n'est pas toujours juste. Ça met une dynamique où nous nous sentons sous pression et dépassés, et d'où ces sentiments d'éco-anxiété. Et puis finalement, planche suivante. Je voulais mentionner aussi cette idée de perte et de dommages. Elle est ressortie à la COP 27 en Égypte. Donc, les pertes et les dommages, les différentes manières dont les gens dans le sud global et dans les pays en développement ressentent la crise climatique et ses impacts, et la manière dont il y a des pertes et des dégâts qui bien souvent ne sont pas financiers. Nous avons vu que ces problématiques sont aussi des problématiques de justice sociale. Ce n'est pas juste une thématique environnementale.
à mettre sur le côté, mais c'est social également. C'est aussi une problématique de santé mentale. Il y a des choses qui doivent recevoir une réponse et tout le monde doit se rassembler autour de la table pour voir comment rendre les villes plus résilientes, nos communautés plus résilientes et reconnaître que cette problématique doit être mise en avant. Merci. Planche suivante. Et donc, je parviens à peu près à la fin de mon résumé très bref sur mon travail et le travail que nous faisons chez TIC. J'ai hâte d'être dans les ateliers pour parler davantage de ces questions et regarder en plus en profondeur certaines de ces problématiques. Je vais passer maintenant la parole à Dixon. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, je suis vraiment dans la continuation de là où Jennifer s'est arrêtée, où je vais partager, où nous nous sommes appuyés sur la ressource d'une communauté pour répondre à en grande partie à des problématiques qui prévalent dans des communautés un peu partout au Zimbabwe et au-delà. Planche suivante, s'il vous plaît. J'ai travaillé avec des communautés depuis environ une décennie où nous avons formé ces communautés pour traiter la dépression de manière similaire à ce que vous voyez ici. Juste en 10 ans, il y a 10 ans, j'ai remarqué que l'une des ressources humaines les plus sous-utilisées dans les communautés africaines sont les grands-mères. Parce que quand vous y réfléchissez vraiment, les grands-mères sont un peu les gardiennes de ces cultures locales, de ces connaissances, de cette sagesse. Et quand j'ai perdu une cliente au suicide et je réalisais que je devais trouver une manière de vraiment prendre les questions en dehors de cette histoire de santé mentale et les amener à la communauté. Et la ressource la plus fiable à ce moment-là et à ce jour étaient les grands-mères. Planche suivante. Donc, c'est une photo d'une de nos grands-mères, qui les sert le plus. Elle s'appelle Gogo Zukwa et elle a travaillé avec nous depuis 8 ans. Ce que nous faisons dans nos communautés, c'est que nous équipons véritablement ces grands-mères avec les vraiment points essentiels de la thérapie cognitive. Nous les envoyons donc vers ces grands-mères à travers les réseaux sociaux, à travers des organisations non gouvernementales existantes, des commissariats, des écoles, et elles reçoivent des sessions sur ces bancs publics. Le travail que nous avons fait est capturé dans environ une centaine de publications revues par des pairs. Donc, voici une de nos plus importantes publications dont Gary a parlé dans une de ses planches. C'était donc un test randomisé qui a montré que 6 mois après avoir reçu de la thérapie de la part d'une grand-mère, les personnes n'avaient plus de symptômes et ces grand-mères avaient réussi à éviter même des idéations de suicide. Nous avons comparé la thérapie de ces grand-mères sur les bancs du parc à véritablement des soins de santé mentale chez les psychologues. Donc, c'était un succès. Et depuis, ce que nous avons fait, c'est travailler principalement avec des femmes âgées dans nos communautés dont la moyenne de l'âge est de 72 ans. Donc, voici encore certaines photos de ces chères grand-mères avec lesquelles je travaille. Et concernant le changement climatique, il y a une intersection qui devient très importante au niveau culturel parce que quand vous allez dans des communautés, les personnes les plus impactées par ces problématiques de résultats sont les personnes pauvres. Dans les communautés où nous travaillons, ces grands-mères qui font partie de ces populations pauvres ont une interaction au quotidien avec les communautés et avec les personnes qui sont donc affectées, que ce soit à cause de drogue ou à cause d'une situation d'inondation. Et c'est une forme de résilience qui permet aux gens de continuer à faire face à ce à quoi ils doivent faire face et de véritablement faire face à l'adversité qu'ils rencontrent. Le modèle est très simple. Nous formons des formateurs qui forment ensuite les grands-mères. Nous allons aux grands-mères un banc dans le parc. Les personnes ont 5 ou 6 sessions. Et puis après ça, ils rejoignent un groupe de support. Je veux me concentrer sur les groupes de support. Un des aspects les plus puissants de ces groupes de support est qu'ils permettent aux communautés de résoudre leurs problèmes
collectivement sur toute une série de problèmes, dont les défis liés au climat. Et c'est le modèle que nous avons un peu partout au Zimbabwe cette année. Par exemple, nous allons contacter plus de 400 000 personnes. Donc, cela veut dire que nous avons plus de 2000 grands-mères au Zimbabwe. Et ces 2000 grands-mères au Zimbabwe vont fournir une thérapie à environ 400 000 personnes. Donc, ce sont des gens qui ont une thérapie de la part d'une grand-mère et d'un soutien depuis ces bancs dans le parc. Et c'est le modèle que nous avons mis en place ces 8 dernières années. Et cette année, nous allons finalement avoir un banc de l'amitié dans chaque province du Zimbabwe, ce qui nous amène de plus en plus près d'avoir un ami à distance de toute personne au Zimbabwe. Cette planche souligne vraiment les bénéfices économiques d'avoir ces bancs de l'amitié. Cela montre l'efficacité en termes de coûts, de basculer les coûts dans ce modèle. Contrairement à d'autres services qui existent là-dehors. Et voici donc la réflexion des groupes de soutien qui sont un des aspects les plus importants de notre travail parce qu'ils permettent aux communautés de résoudre les problèmes en commun dans un vaste cadre de problèmes. Donc, les gens qui ont reçu de la thérapie sur un banc de la part d'une grand-mère rejoignent un groupe de soutien et imaginez rassembler ensemble 20 ou 30 personnes qui ont tous ressenti le même type de thérapie qui amène des composants de thérapie, de règlement de problèmes et de thérapie. Et après ceci, ils sont rassemblés, ils utilisent ces compétences pour résoudre toute une série de problèmes qui se posent à la communauté, donc comme des problèmes climatiques, par exemple. Nous avons répliqué le modèle dans toute une série d'endroits au Zimbabwe et au-delà. C'est voilà juste ce que nous avons fait au sein d'une population atteinte de VIH. La ligne qui diminue montre les changements après un an d'avoir reçu donc ces bancs de l'amitié, et le bleu, c'est les personnes qui sont dans les soins normaux. Et ici, nous voyons encore une fois un essai clinique dans un cadre rural, donc qui compare les bancs de l'amitié. Et après 12 mois, on voyait que les bancs de l'amitié étaient même meilleurs. Et je voulais donc souligner que le fait de répliquer ceci en dehors du Zimbabwe, nous l'avons fait récemment en Colombie. Avant ceci, nous l'avons fait au Vietnam. Donc, je montre ces images juste pour souligner où nous avons commencé. Une de nos premières introductions de bancs de l'amitié en dehors du Zimbabwe était à New York. Et c'est la première fois où j'ai rencontré Gary. Et depuis lors, nous avons été très en contact. Donc, ça a été vraiment une de nos histoires à succès. Et du New York, nous sommes allés à Zanzibar, dans une autre culture où nous avons amené Dawali Rafiki, qui est l'équivalent Swahili du banc de l'amitié, et Dawali Sratiki est toujours en place à Zanzibar. C'était ma dernière planche. Si vous voulez en savoir plus sur les bancs de l'amitié, vous pouvez visiter notre site. C'est un peu une vue rapide de ce que nous faisons et d'où nous venons. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jennifer et Dixon. Dixon a mentionné notre travail à New York, donc beaucoup des points que vous voyez sur notre carte étaient les bancs de l'amitié. Nous avons utilisé le manuel de Dixon. Il est venu à New York et nous avons déployé ceci de manière à ce que c'était des pop-up dans des quartiers où certains événements traumatiques s'étaient déroulés ou dans des endroits de la ville où il y avait moins de ressources de santé mentale. Ils ont participé à des festivals aussi de rue et il y a eu des milliers de contacts en quelques mois. Donc, j'espère que Jennifer et Dixon vous ont montré ce qui était possible. C'est un nouveau type de santé mentale et j'espère que ça s'est ressenti. Tout d'abord, le tissu émotionnel et social de nos communautés sont la fondation essentielle pour toute une série d'actions pour la communauté, surtout pour faire face à l'adversité comme le changement climatique qui change tout et qui nous demande d'être forts. Mais j'espère que vous avez aussi pu voir et imaginer comment ce travail peut être fait par tout le monde. Ça peut être dynamique et flexible et créatif et participatoire, inspirant, sympathique, et ça a vraiment atteint très loin dans la communauté. C'est quelque chose qui entre vraiment dans le fond de la communauté et ça connecte les soins avec le changement, avec la résolution des problèmes, avec la mobilisation. Et donc, il s'agit de normaliser, de faire croître ceci et d'avoir donc ce réseau.
Donc, avant de passer pour avoir comment cela vous résonne pour vous, c'est similaire avec à quoi vous faites face au sein de vos communautés, d'avoir des idées sur la manière dont vous pouvez avoir donc ce réseau et avoir des capacités dans une région avec vous et votre travail. Donc, avant de passer aux ateliers individuels avec ceci, je voulais juste ouvrir la parole s'il y avait des questions, soit pour moi-même ou pour Jennifer ou pour Dixon. Je regarde un peu dans le chat pour voir si je vois des questions. Je vois qu'il y a quelque chose concernant donc cette notion de mensonge auquel Jennifer a répondu. Y a-t-il d'autres questions? Nous sommes suffisamment peu nombreux pour lever la main, sinon nous pouvons passer directement au breakout room. Donc, je regarde un petit peu. Tesuelo, je suis désolée, je pense que je vais écorcher votre nom, mais je vais vous passer la parole. Je vais activer votre micro pour poser votre question. Nandutuzelo, c'est la prononciation de mon nom. Je voulais poser la question à Dixon concernant la formation des praticiens qui soutiennent la communauté. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que vous faites en sorte de savoir que ce sont les bonnes personnes et pour qu'eux-mêmes, mentalement, aient la capacité de prendre soin de leur santé mentale pour soutenir aux autres, étant donné les défis auxquels les communautés doivent faire face? Merci. Il y avait plusieurs questions. Je vais voir si j'arrive à répondre à toutes ces questions. Tout d'abord, nous regardons des compétences clés de base pour décider qui est à même de faire ce travail. Donc, les compétences que nous cherchons au sein des grands-mères sont principalement les capacités de lire et d'écrire. Nous cherchons également de l'empathie. C'est la capacité de faire en sorte que les gens aient l'impression d'être respectés, compris. Et heureusement, la plupart des grands-mères ont ceci. On a réalisé au fil du temps que si vous avez cette combinaison, tout le reste peut être enseigné. La partie la plus difficile à apprendre à une personne, c'est l'empathie. Mais l'autre chose, donc comment fournir l'intervention, la structure, le fait de résoudre les problèmes, la thérapie et l'activation, donc ce sont des choses avec lesquelles nous n'avons pas vraiment de problème. Donc la formation prend généralement 3 semaines et après ces 3 semaines, elles vont faire un attachement pratique dans la communauté où chaque grand-mère doit avoir au moins 4 clients sous surveillance et puis elles sont réévaluées après avoir vu ces 4 clients et les grand-mères qui le font très bien peuvent ensuite voir les clients après ça avec les 4 clients qu'elles voient. Donc, elles utilisent une checklist pour établir si elles ont passé par les étapes qu'elles devaient donc dans la formation. C'est basé sur des principes de ce que nous appelons donc la thérapie cognitive en comprenant la résolution de problèmes. Nous utilisons aussi beaucoup de concepts indigènes. C'est pour ça que la formation est assez intuitive. Donc, cela veut dire ouvrir l'esprit. Donc, il y a aussi le renforcement. Donc, ce sont les piliers clés de la formation et les grands-mères comprennent ça instantanément. Je vais m'en tenir ici. Je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre réponse. Donc, vous avez une question aussi, peut-être. Bonjour à tous. Donc, merci d'avoir vraiment participé à ceci. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment cette conversation sur la santé mentale ont vraiment une traction et il y a toujours un peu de résistance quand nous parlons de militantisme. Donc, la conversation parallèle sur les mensonges écologiques sont très intéressantes, Jennifer. Nous utilisons la parole beaucoup et des personnes qui font du plaidoyer, qui poussent et qui essayent de parler et de partager des idées à travers donc, notre discours. RISE est un exemple de ci pour normaliser des idées ou des pratiques. Et quand vous réfléchissez ici, quand vous avez dit « nous mentons aux jeunes en faisant des promesses et en n'y arriverons pas » pour les personnes qui sont au pouvoir en tant que praticiens dans cet espace de plaidoyer, est-ce que nous devons faire plus attention à ce que nous disons concernant ce sujet? Je sais que c'est peut-être une question un peu éthérée, mais est-ce que vous avez des recommandations à faire dans ce domaine? Parce que pour concrétiser cette manière de penser, nous faisons beaucoup de travail, beaucoup de consultations avec beaucoup de personnes que nous rassemblons. Et c'est très important de partager l'expérience et la solidarité. Mais à la fin du processus, il y a ceci. Donc, nous ne nous attendons pas à ce que cela devienne un projet de démonstration, donc un investissement d'infrastructure.
Donc, il y a des ressources qui ont été amenées dans cet espace et nous pouvons voir la frustration. Donc, je m'inquiète un peu du processus. À certains points, quand vos outils sont vraiment le don de la parole, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans cet espace sans faire de fausses promesses? Absolument. Merci beaucoup, Paul. C'est une question tellement énorme. C'est quelque chose auquel je vais continuer à penser même après ceci. Je pense que, en tant que jeune personne qui fait ce travail, je réalise que les espaces de dialogue, comme je les ai mentionnés, sont importants, mais le contenu est ce qui compte. De quoi parlons-nous exactement? Comment avons-nous un espace pour que les autres puissent réagir? Est-ce que les autres peuvent réagir à la conversation en toute sécurité avec les processus? Est-ce que les gens peuvent être curieux pour investiguer certaines des choses dont nous parlons, même en tant que militants ou que leaders d'ONG, quand les personnes posent des questions? Est-ce que nous avons des systèmes, même au sein des différentes invitations dans temps de conversation? Donc, est-ce que nous pouvons nous appuyer sur ces conversations? Je pense que bien souvent, cela a manqué. Il y a toujours cette idée de quelqu'un qui répond à quelqu'un et nous devons juste écouter et intégrer ceci. Donc, il s'agit plus ici de dialogue et de créer davantage d'espace pour dialogue avec des boucles de retour. Et je pense que souvent, c'est ce qui manque. Mais merci pour cette question. Il y a tellement de choses auxquelles il faut réfléchir là-dedans pour les ONG et avoir des conversations et du plaidoyer constamment. Je pense que c'est la ligne, c'est quand c'est du plaidoyer, quand est-ce que nous avons besoin d'action ou de militantisme, et ces choses peuvent coexister, mais est-ce que les gens se sentent vraiment armés par ce processus? Est-ce qu'ils se sentent plus résilients? Est-ce que les concepts de solidarité et d'empathie, comme mentionné par Dixon, sont ajoutés dans ces processus? Donc ça, ce sont les choses dont nous avons besoin pour une résilience psychologique efficace. Et parfois, nous avons des gens avec lesquels nous travaillons et nous pouvons voir ceci. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons maintenant basculer avec des groupes plus petits. Donc, je pense que vous allez pouvoir utiliser ce temps et cet espace afin de réfléchir sur certaines des questions qui sont posées ou sur d'autres choses sur lesquelles vous voulez réfléchir. Donc, est-ce que vous voulez partager les questions à nouveau? Nous allons les mettre dans le chat. C'était comment est-ce que vous voyez ces problématiques qui résonnent là où vous trouvez et qu'est-ce que vous avez essayé ou qu'est-ce que vous voulez essayer pour essayer d'y répondre et qu'est-ce que vous pensez des prospects et des objectifs de créer plus de réseaux d'apprentissage. Donc, Jennifer fait partie de notre board. Et donc, comment est-ce que nous pouvons utiliser nos réseaux pour soutenir ce type d'activité? De votre perspective, qu'est-ce qui serait utile à ce niveau-là pour voir un peu quels sont ces réseaux et ces partenariats? Nous allons vous assigner de manière un peu libre dans des petits groupes avec moi-même, Dixon et Jennifer. Et nous allons vous demander à l'un d'entre vous de faire un rapport. Nous sommes un peu en retard. Donc, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas maintenant faire peut-être les 25 minutes que nous avons, puis nous ferons un bref rapport, si ça a du sens pour tout le monde. Donc, j'ai organisé ceci maintenant et puis nous allons nous retrouver ensemble dans un petit moment. Thank you so much. Hi again, everyone. Good to see Merci you. beaucoup. Je suis ravie de vous voir ici, Paul. Nous allons parcourir les questions et j'espère que nous allons pouvoir y répondre. Les premières, c'est comment est-ce que ces problématiques de santé mentale se présentent et qu'est-ce que vous devriez faire ou essayer de faire pour y répondre. Donc ça, c'est une grande question. Peut-être qu'on devrait démarrer avec ceci. N'hésitez pas à utiliser le chat pour dire quelque chose si vous le souhaitez. Il semblerait que nous soyons 3 personnes de plus. Un plus vous, Kevin? Donc, c'est peut-être à vous, Jennifer. Jessica's here. Jessica is one of our interpreters. Oh. Voilà, je vois Jessica, une de nos interprètes. Okay, so we're spread. Yeah.
So yeah, I mean, Cape Town is a tricky context. I mean, I think Cape Town est un problème complexe. J'ai beaucoup de chance d'être employé et d'avoir une maison agréable. Donc, le type de pression est donc la majorité. Je suis intriguée en tant que Sud-Africain avec ce que nous pouvons voir après les trahisons de post-apartheid avec l'incapacité des gouvernements d'arriver à faire les choses. Et le point que vous avez fait sur les promesses du gouvernement de vraiment agir, il y a cette idée que si vous êtes riche dans ce pays, vous êtes indifférent à ceux qui ne le sont pas. Et donc, je suis dans un état vraiment privilégié d'avoir une réflexion là-dessus, mais je n'aime pas vivre dans cette société inégale. C'est horrible où je ne dois pas faire face aux problématiques des autres personnes d'accès à une habitation ou de la nourriture ou d'être entassé dans des minibus et d'avoir le sens d'être dans un espace où ce type de traitement n'est pas passif, ce sont des décisions actives qui sont prises. C'est une situation active d'ignorer ou d'accepter ceci et ça ne me satisfait pas. Et donc, pour moi, ce serait une source de mon... Donc, voilà, est-ce que je peux vraiment apprécier d'être dans ces belles montagnes au-dessus de Cape Town? Est-ce que je peux légitimement apprécier ceci alors que les personnes ne sont pas capables d'en faire autant? Donc, pour moi, ce serait ma perspective qui est différente du trauma direct de personnes qui n'ont pas accès aux infrastructures. Mais ça, je ne peux pas en parler parce que je ne le connais pas. Oui, c'est certain. Merci. Ce dont vous avez parlé de privilèges et de positions, c'est ressorti dans des recherches où j'ai participé. Même une conscience active de là où vous en êtes dans ceci, cela contribue à ce que vous ressentez, même si vous n'êtes pas impacté directement. Vous réalisez juste que certaines personnes sont là, dont la réalité, avec des réalités qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais quand je vois ça, c'est une cause de stress pour moi. En termes d'essayer d'y répondre, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs possibilités à Cape Town qui expliquent pourquoi c'est aussi coincé, mais il y a des choses simples en termes de développement urbain qui pourraient ouvrir ceci. Le transport et l'accès à la ville est une chose, donc essayer de répondre aussi à la crise de santé en serait une autre. Donc, il y a toute une série d'outils gouvernementaux. Par exemple, le fait que ce ne soit pas employé est très frustrant pour moi. Donc, cela suggère qu'il n'y a aucune volonté de le faire. Nous protégeons le nombre de personnes que nous percevons comme étant les principales contribuables et ou protégeons-nous la majorité des personnes dans nos villes? Donc, ça, ce sont des grandes questions gouvernementales. En tant qu'individu, nous avons parlé d'empathie en tant que ressource et en tant que pratique. Et je pense qu'il y a un degré auquel vous devez être très conscient de cela au quotidien, conscient des pressions auxquelles les autres personnes doivent faire face. Mais on peut véritablement faire qu'une partie des choses parce que sinon, on finit par ne plus avoir d'énergie émotionnelle. Je pense que ça résonne de votre côté aussi. Oui, certainement. Je pense que, en termes de la première question, c'est comment est-ce que les problèmes de santé mentale ressortent. Donc, quand je parle de cette charge de l'espoir, de ce stress et du fait de se sentir dépassé, je suis au Nigeria, je suis passionnée par ces problématiques, mais j'ai toujours l'impression d'être tellement petite parce que les problèmes sont immenses. Il y a la corruption, il y a le côté économique également. Je dois également faire face à de grandes injustices en termes de racisme, en termes aussi d'accès aux fonds. Donc, ce sont des grandes problématiques qui peuvent être très stressantes quand vous y réfléchissez et quand vous réfléchissez à votre place là-dedans. Vous avez l'impression d'être tellement petite et tellement sans pouvoir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est faire de mon mieux, essayer de mon mieux en prenant des petits pas, des petits projets et en voyant ce que nous pouvons faire pour soutenir une personne, pour nous soutenir nous-mêmes les uns les autres. J'étais dans une autre salle et maintenant je suis là. Et c'est intéressant d'avoir atterri dans votre groupe. C'est bon. C'était juste Paul et moi ici. Est-ce que vous voulez contribuer ou je ne sais pas comment vous renvoyer vers l'autre groupe?
Oui, c'est bon, je suis ravie d'être ici. Je vais pouvoir contribuer ici, il n'y a pas de souci. Donc, merci. Je pense que nous avons répondu à la première question. Je voulais regarder la deuxième question, qui est la manière dont un réseau d'apprentissage pour les leaders serait utile. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour faire ceci? Donc, je pense que vous allez nous donner la perspective du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Très bien. C'est nécessaire d'avoir cette conversation. Nous devons avoir un flux d'informations entre différents secteurs et de personnes et aussi différentes professions. Ce n'est pas juste la psychologie ou le travail de santé. Tout le monde devrait être là ensemble. Donc, je pense que c'est très important et comme vous l'avez dit au cours de notre présentation, les gens sont intéressés de faire ce travail, les gens sont prêts à faire ce travail. Donc, c'est juste une information. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, avoir cette information. C'est intéressant. Je pense qu'il y a une deuxième partie à cette question. Est-ce qu'il y a déjà d'autres efforts dont nous pouvons tirer des enseignements? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues plutôt que de réinventer la roue où nous pouvons tirer des apprentissages? Je dirais qu'il y a des réseaux pour connecter les personnes avec les mêmes états d'esprit. Donc, ça, c'est local. Il y a des associations de psychologie, des alliances qui essayent de rassembler des personnes, des professionnels ensemble. Nous travaillons aussi là-dessus avec des formations pour les professionnels. Nous avons des exemples pour former les gens. Je pense que la technologie fait que nous connectons les personnes pour les informer. Donc, ils font quelque chose avec des études de cas, des webinaires. Ils parlent de choses, par exemple, de ce qui se passe en Amérique du Nord. Et nous essayons également de former les professionnels de la santé mentale sur la psychologie qui est consciente du climat et les traitements de santé mentale conscients du climat donc dans des contextes africains. Donc, toutes les choses qui se font, je pense que nous mettons beaucoup d'efforts là-dessus. Et physiquement, ça va aller très, très loin. Donc, je suis désolée, c'est un peu décousu. Aucun souci. Merci beaucoup. Merci, Ayo. C'était très intéressant. Oui, Paul. Je présume que les réseaux d'apprentissage, c'est pour qui et un peu comment. Et Ayo a mentionné toute une série de plateformes pour des psychologues qui seraient intéressés. Je pense que vous avez besoin d'avoir des champions qui prennent cet agenda et qui avancent avec. Pour moi, je pense que le défi, c'est comment vous avez un réseau de personnes qui sont déjà intéressées, comment vous pouvez être sur ce réseau pour exprimer pourquoi c'est tellement important pour d'autres secteurs ou d'autres professionnels à considérer ou à réfléchir. Donc, par exemple, avec la résilience climatique et l'économie et tous ces grands agendas qui tournent autour du développement urbain. Donc, vous avez des responsables de ville qui sont responsables de ceci, qui se sentent un peu dépassés avec toutes les choses qui pèsent sur leurs épaules. Et comment est-ce que vous faites ceci d'une manière pour leur donner un éclairage clé ou de manière à ce que ce soit utile dans leur travail? Donc, peut-être quelqu'un qui travaille dans le fait de bâtir des réseaux d'apprentissage. Je crois absolument à ceci pour que les gens puissent apprendre. Mais donc, comment est-ce que vous faites en sorte que la santé mentale soit prise en compte avec toute une série d'autres considérations de planification urbaine? Par exemple, de marché, de la manière dont vous gérez donc ces différents systèmes. Donc, je pense que ce que je veux dire, c'est de dire oui, mais comment est-ce que nous pouvons le faire de manière où ça a vraiment des chances d'aboutir à quelque chose? Je pense également qu'est-ce qui pourrait potentiellement aider les personnes dans les réseaux qui décident à quoi cela ressemble au sein de ce réseau. Comment est-ce que nous savons ceci? Qu'est-ce qui est mis en pratique? Et les choses s'améliorent d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait des activités. Je suis un grand fan de déguiser
toute une série de choses. Quelqu'un doit bâtir une route. Comment est-ce qu'on peut attacher un agenda vert pour s'assurer que l'argent soit utilisé de manière durable pour ceci? Donc, quels sont les agendas cachés qui pourraient être réalisés en perspective de santé mentale? Donc, nos villes sont aussi très bruyantes. Donc, l'approche européenne est de réduire les bruits au-delà d'un certain décibel, mais rien ne semble complètement fonctionner. Donc, quels sont les agendas cachés qu'on pourrait alimenter pour faire en sorte de parvenir à ces résultats? Oui, c'est certain. Merci. J'aime beaucoup cette idée. Je pense, Ayo, si vous vous rappelez, nous avons eu une session où nous avons parlé du bruit. Et donc, les agences qui travaillent là-dessus ne voient pas toujours les choses avec une perspective de santé mentale. Et encore une fois, les réseaux comme ceci peuvent rassembler les gens et ils peuvent voir ce que vous faites parce que cela concerne les personnes et les impacts. Il y a toujours ce côté mental. Je pense qu'il y a une dernière question sur qui nous faisons entrer au sein de ces réseaux. Je pense que nous en avons déjà parlé. Ayo, vous avez mentionné, vous amenez des psychologues, des analystes financiers, à peu près tout le monde en fait. Tout le monde devrait partir de ce réseau parce que le changement climatique sous-tend tout et il impacte donc le GDP. Donc, c'est un peu voir s'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de finances. Donc, tout le monde devrait faire partie de ceci. Merci. Paul, à quoi vous pensez? Le fait que j'ai une autre idée dans mon agenda me stresse énormément. Je suis d'accord, tout le monde a un rôle à jouer. Ces défis seront des questions de système et je pense que les villes vont dire oui, ben voilà mes indicateurs de performance clés et ce sont les deux racines pour trouver les gens qui sont passionnés sur le sujet et qui participent pour vraiment faire avancer cet agenda. Et nous avons besoin d'en autonomiser davantage avec un peu d'engagement de haut jusqu'en bas, en entrant aussi dans le leadership politique des villes pour les engager sur ces sujets, parce que c'est quelque chose d'important. C'est important d'avoir une adhésion politique à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a des mouvements de terrain concernant peut-être pas la santé mentale, mais en tout cas le bien-être social ou la santé? Donc, qui pourrait appliquer une pression depuis la base? Merci beaucoup. Je suis juste en train de prendre quelques notes. Je ne suis pas certaine quand nous devons nous retrouver. Je pense que l'un d'entre nous va devoir présenter aux autres qui est ravi de faire ceci. Je suis ravie de le faire. Si vous avez des notes, je peux partager. Oui, je vais vous envoyer mes notes. Donc, ce dont nous avons parlé pour la première question, nous vivons au Nigeria, donc nous avons parlé de la manière dont c'est vraiment très différent en termes de la réalité, des répercussions. Nous voyons des grosses inégalités et ça peut être stressant si vous êtes de l'autre côté. Vous avez des privilèges, des accès à de la nourriture. Ça peut être également stressant. Que pouvez-vous faire de votre aspect? Donc, les réalités sont très politiques. Donc, vous avez un peu d'inaction qui cause ceci. Ça peut également être stressant. Ça peut aussi être un bon outil pour parler de ceci. Donc, c'est assez difficile d'en parler. Je pense que tout le monde est de retour. Il vous reste environ 2 minutes pour
clôturer, puis on retourne en plénière. Les personnes commencent à revenir en plénière déjà. Tout le monde semble être de retour en plénière. Gary, la parole est à vous. Vous m'entendez maintenant? Si on peut parcourir rapidement la pièce, je ne sais pas si vous avez nominé quelqu'un ou si vous avez quelqu'un que vous respectez pour donner un peu le goût de quelles ont été les réflexions, commençons avec Jennifer. Donc, c'est peut-être Ayo en premier. Je pense qu'Ayo s'est déconnectée. Ah, je vois, oui, elle s'est retrouvée déconnectée. Donc, je suis d'accord de reprendre ce dont nous avons parlé. Notre salle était très intéressante, c'était très divers parce qu'il y avait le Nigeria et l'Afrique du Sud et nous avons parlé sur la première question en termes de problèmes de santé mentale. Nous avons donc les réalités de l'Afrique, c'est le stress, la corruption, l'interface avec comment nous nous ressentons par rapport à ça dans nos villes et comment pour Paul à Cape Town, la réalité de voir comment les personnes sont continuellement dans la pauvreté avec des conditions peuvent être stressantes pour quelqu'un qui est un peu plus privilégié et qui a accès à une maison et à d'autres choses. Pour ce qu'il faut faire, nous avons parlé d'empathie, empathie pour soi-même, empathie pour d'autres, comme étant une manière dans ces sociétés qui sont très inégales de parler des choses. Nous avons parlé des étapes et des solutions qui doivent venir du gouvernement pour faire face à la réalité. En termes du réseau d'apprentissage, nous sommes tous d'accord que c'est utile, mais une fois de plus, quelqu'un a mentionné, c'est Ayo, je pense, qui a mentionné comment c'est important pour nous d'avoir des flux d'informations sur les différents secteurs plutôt que d'avoir une approche pratique. Mais voilà comment faire les choses qui sont vraiment importantes et nous ne noyons pas les personnes avec une autre couche de réunion et avec d'autres secteurs comme le transport où c'est évident de voir comment l'impact et le succès se trouvent et de voir donc comment les choses s'empilent dans les différents secteurs, dans les différentes personnes qui interviennent. Il y a un exemple très intéressant de voir en termes de pollution, donc ce qui a été fait en Europe et voir ce qui a été fait en Afrique. Donc, c'était un bon exemple de voir aussi qui nous devrions faire participer. On a dit absolument tout le monde. Donc, tout ce qui est analyse, nous devons trouver aussi des champions qui sont ravis de faire avancer cet agenda. Nous avons besoin de plateformes pour parler de cette problématique. Nous avons aussi une approche très top-down pour avoir donc des personnes qui trouvent, donc il y a des organisations grassroots et Paul sait déjà à quel point c'est important en termes d'organisations grassroots qui travaillent déjà sur la santé mentale et faire en sorte qu'ils soient impliqués dans cette conversation parce que bien souvent, ils savent comment atteindre les personnes de manière plus directe. Et voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup.
c'est une conversation très riche. Quelqu'un aussi qui était dans la pièce avec Dixon. Merci. Nous avons une discussion spécifique pour répondre à la question. Donc, c'est pour savoir quelles sont les santé mentales qui sont prioritisées ici. Donc, voir quelqu'un de ce côté pour voir avec l'intersection avec le changement climatique, voir comment nous pouvons nous éloigner de ces stéréotypes qui interviennent dans les perceptions religieuses et l'influence du leadership culturel et religieux afin de comprendre quelles sont les problématiques en termes de santé mentale et voir aussi quelle est l'accessibilité aux services de santé mentale sur le continent africain, comment ça peut être mieux prioritisé, voir aussi comment la santé mentale dans son ensemble est quelque chose qui est nécessaire pour comprendre comment c'est accessible et c'est quelque chose qui a aussi été soulevé autour de la mise en place de services de soins dans le contexte sud-africain avec le soin apporté aux enfants en plus de l'accessibilité et des stéréotypes, encore une fois, pour les hommes. Donc, une des choses qui a été considérée là-dessus était aussi la perspective de Dixon concernait le cadrage et la langue autour de ces problématiques en s'éloignant de ce cadre sur le support qui est nécessaire et ceci enlève les problématiques de stigmatisation et ouvre la conversation sur les connaissances et même la langue qui est utilisée sur les services et la santé mentale qui est fournie. Et donc, ça peut enlever des problèmes de stigmatisation parce que ce sont des personnes qui sont connues et cela peut réduire la stigmatisation. Nous regardons également qui sont donc les personnes dans des structures qui peuvent rapporter encore en prenant en compte la perspective du Sud global. Donc, il y a aussi des considérations sur la manière dont les leaders traditionnels peuvent parler en soutien de ces problématiques avec des personnes qui ont des systèmes de connaissances autochtones eux-mêmes. Et les gens tendent à consulter quelque chose sur les problématiques de santé mentale. C'était fantastique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un moyen de contacter les communautés. C'est une meilleure manière d'aider. Donc, dans les systèmes, donc, nous sommes trop occidentaux, trop détachés du contexte social et culturel dans lequel la charge émotionnelle intervient. Et cela me rappelle, nous avons fait donc, ces aventures avec de grandes communautés, avec des membres des congrégations qui étaient bénévoles pour faire partie de ceci. Donc, à quel point est-ce que vous êtes plus contextuel que ceci? Donc, c'est beaucoup plus flexible comme manière de réfléchir à faire le travail. Vous étiez dans mon groupe, donc est-ce que vous pourriez peut-être partager vos réflexions sur ce dont nous avons parlé, puis nous allons en terminer là. Bonjour, bonjour à tous. C'était très intéressant. Donc, c'était très intéressant. Donc, je vais commencer avec la dernière question. Donc, ce que nous avons eu dans certains réseaux comme ça, nous avons commencé à parler tout d'abord avec le gouvernement, le secteur privé et puis les personnes en général. Une des choses dont nous avons parlé, c'était tout d'abord, donc, les villes au Nigeria, puis nous avons parlé des villes en Afrique. Une des premières choses que nous avons fait, c'est de mettre le changement climatique en perspective pour eux parce que beaucoup de personnes sont anxieuses et elles ne le savent même pas. Je vous donne l'exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe si la pluie tombe? Donc, voilà, donc ça me stresse énormément. Et maintenant, nous parlons de ce que les communautés peuvent faire. Quand nous avons ces communautés, nous pouvons aider les gens. Donc, et la santé mentale. Donc, il y a donc des communautés qui peuvent faire ceci. Donc, vous pouvez donc travailler ensemble comme communauté avec des solutions. Pour ce qui est des gouvernements, comme Gary l'a mentionné, parfois nous avons cette perspective optimiste parce que nous comprenons que
beaucoup de gouvernements en Afrique et dans les villes en Afrique ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils ont un grand rôle à jouer. Non, pour ce qui est de la politique, ils ont un énorme rôle à jouer. C'est là où nous les amenons. J'ai l'impression que si on parle du Nigeria plus spécifiquement, le gouvernement commence à faire un peu plus d'efforts dans ses actions. Et je pense que nous travaillons là-dedans. La plupart du temps, ils sont ouverts à ces idées. Les gouvernements aident également avec la santé mentale à travers les facilités que nous avons déjà. Nous avons mentionné également que pour la santé mentale, si vous êtes en Nigeria, vous savez où ça se trouve. C'est quelque chose qui est infusé de ressentiments très négatifs. Donc, il y a beaucoup de santé mentale. Donc, il y a aussi donc, ces idées de pont de l'amitié quand nous parlons de personnes. Donc, oui, il y a les conseils qui ne sont pas justes pour moi, mais cela m'a rappelé. Donc, c'est contextualisé. Donc, quand on voit une ville au Nigeria, il y a donc des festivals et donc vous essayez ces bons avec ces organisations religieuses. J'ai l'impression que c'est le modèle dont nous avons parlé. Beaucoup de villes au Nigeria font également ceci parce qu'il y a donc beaucoup de jeunes personnes ont essayé de faire de l'argent comme ça. Donc, si vous voulez répondre au changement climatique, vous avez donc quelque chose qui doit être libre parce que donc il faut réfléchir à comment vous payez pour ce soutien. Où est l'équilibre à ce niveau-là? Je pense que pour moi, c'est ce qui résume ceci. Donc, quel est le sujet? Donc, c'est ce que le secteur privé peut faire ensuite et ce que les gens peuvent faire également. Nous avons mentionné aussi l'importance de tout ce qui est intergénérationnel. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. J'aimerais remercier tous les gens qui nous ont rejoints pour cette conversation. C'était très utile pour nous dans ce parcours en nous disant dont nos 70 organisations de l'Africa Hub peuvent être utiles pour faire développer ces pratiques avec toutes ces constituances, donc les organisations gouvernementales et le public en général, et la résilience et donc le tissu social. Merci aux organisateurs d'avoir soumis ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.